Bonjour, bienvenue dans Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on va parler cyberharcèlement avec Julie Jacob, avocate fondatrice de Jacob Avocat. On parlera ensuite de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 avec mon invité, Michael Dalande, avocat associé chez Advent Altana. Et après, pour conclure cette émission, on parlera élections municipales, comment communiquer en période préélectorale avec Karine Goulet-Nissen, avocate fondatrice de Ban Public. Voilà pour les titres. Lex Inside, c'est parti. Le cyberharcèlement gagne du terrain et laisse les victimes souvent démunies. Alors, comment les protéger efficacement tout en responsabilisant les acteurs du numérique? On en parle avec mon invité, Julie Jacob, avocate fondatrice de Jacob Avocat. Julie Jacob, bonjour. Bonjour. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet sur le cyberharcèlement avec le droit pur, on va s'intéresser à la définition du cyberharcèlement. De quoi s'agit-il ? Alors, le cyberharcèlement, ce sont des agissements qui sont répétés, qui sont coordonnés contre une personne sur des réseaux numériques, donc des réseaux sociaux, des forums, des plateformes de gaming, des messageries. Et donc, du coup, ça implique le fait de porter atteinte à la personne, à sa réputation et à vraiment agir de façon avec une intention de nuire assez forte qui peut être de nature à porter atteinte à une altération physique ou mentale de la personne. Alors, on sait maintenant ce que c'est précisément le cyberharcèlement. Pourquoi c'est devenu aujourd'hui un enjeu majeur de société ? C'est devenu un enjeu majeur parce qu'il y a une recrudescence d'attaques de personnes vulnérables, de mineurs, également dans le domaine de la politique où il y a beaucoup d'utilisation de bots, de raids numériques et tout ça peut être qualifié de cyberharcèlement, de diffamation également et ça peut avoir des conséquences ravageuses. On le voit notamment avec la perquisition qui a eu lieu dans les locaux de X très récemment et la volonté de protéger les personnes les plus vulnérables, dont les mineurs. Alors, les auteurs de cyberharcèlement se cachent souvent sous des pseudos. Alors, est-ce que l'anonymat en ligne existe-t-il vraiment ? Est-ce que concrètement, on peut identifier un auteur derrière un pseudo, un VPN ou encore un faux compte ? Ouais, l'anonymat n'existe pas. On le sait aujourd'hui très très bien. On arrive à retrouver les personnes physiques derrière les comptes anonymes ou pseudonymes plutôt. On l'a vu dans l'affaire de Brigitte Macron, c'est un exemple où les personnes ont été retrouvées grâce à des levées d'anonymat, qu'on soit chez soi ou se cache derrière une adresse IP ou même un VPN. On arrive à obtenir auprès des fournisseurs d'accès les coordonnées des personnes pour avoir des personnes physiques réellement identifiées, identifiables et que ce soit au civil ou au pénal. Après les perquisitions et enquêtes, on arrive à obtenir les personnes réelles qui se cachent derrière les faux comptes pour pouvoir cyberharceler. Il n'y a pas d'impunité sur le net. Alors, on arrive donc à identifier les auteurs, mais après, reste à comprendre comment le droit appréhende la responsabilité. Aujourd'hui, comment le droit français encadre-t-il la responsabilité des auteurs de cyberharcèlement ? Alors, les auteurs sont responsables des propos qu'ils tiennent et donc il y a des dispositions françaises qu'on peut parfaitement appliquer. Les plateformes ont également une responsabilité puisqu'on a, on le sait bien aujourd'hui, le DSA qui leur donne des obligations de retirer les contenus. On voit que ça fonctionne, mais parfois en décalage avec la réactivité des réseaux et par conséquent, on peut s'interroger sur la complicité des réseaux, notamment X ou Meta, sur la tenue de ces propos ou des actes de cyberharcèlement. Et donc, il y a des condamnations qui sont aggravées quand c'est sur les réseaux sociaux, quand c'est sur des personnes mineures ou sur des personnes vulnérables. Donc, on a de la prison avec sursis jusqu'à 3 ans et une amende qui peut aller jusqu'à 45 000 € d'amende. Selon vous, est-ce que c'est suffisamment dissuasif, ces sanctions ?
Les sanctions sont dissuasives. En revanche, ce qu'il faudrait, c'est accélérer la procédure, puisqu'il y a un parquet qui est spécialisé, la section J3 du parquet de Paris cyber, qui est très spécialisé sur le sujet, mais on peut regretter quand même le temps de réactivité entre la constitution des preuves, la saisine des tribunaux et la décision de justice. Il y a un temps de décalage qui n'est pas adapté au temps du cyberharcèlement. Il faut aller beaucoup plus vite et permettre aux personnes de pouvoir agir de façon plus simplifiée. Alors, tout ne relève pas forcément du harcèlement sur les réseaux. Alors, à partir de quel moment un propos bascule de la critique légitime au cyberharcèlement? Alors, c'est vrai qu'il y a le principe qu'on le connaît, c'est la liberté d'expression, mais quand il y a un effet de masse, quand il y a un effet de propos hostiles, répétés, en groupe, et donc je pense beaucoup aux raids numériques qu'on voit aujourd'hui apparaître, notamment dans le domaine politique, hein, c'est assez fréquent, bien à ce moment-là, on n'est plus dans la liberté d'expression, et dès lors qu'on prouve qu'il y a des agissements hostiles et qu'il y a une altération la personne, la victime, hein, qui n'est pas seulement de la santé physique ou mentale, hein, ça peut être aussi une atteinte à sa réputation, un isolement, ça peut être tout un tas d'autres choses qui ne sont pas aussi simples qu'une altération de la santé. Eh bien, dans ces cas-là, on est évidemment dans l'infraction de cyberharcèlement. Alors, on va s'intéresser au rôle des plateformes par rapport à ce type de propos. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une obligation de retrait des contenus, mais concrètement, c'est quoi l'étendue des obligations des plateformes? Alors, il y a une obligation de retirer quand on notifie un contenu qui est licite, notamment un agissement de cyberharcèlement. Ils ont l'obligation avec le DSA d'avoir des réactivités très importantes. On s'interroge parfois sur les algorithmes qui sont traités avec de l'IA et souvent avec un scope d'interprétation à géométrie variable. Et donc, du coup, aujourd'hui, on voit que grâce au DSA notamment, hein, il va y avoir une surveillance, une contrôle des plateformes, je pense, beaucoup plus importante. La convocation d'Elon Musk au mois d'avril 2026 suite à la perquisition dans les locaux de X est un événement majeur et qui va être un signal d'alarme. Il y a également des commissions d'enquête. On voit également que Clara Chapaz et Aurore Berger ont convoqué toutes les plateformes il y a un an à peu près pour alerter sur l'ensemble de nos règles. Donc, il y a une vraie action des pouvoirs publics. Il y a une action des pouvoirs publics, il y a une prise de conscience. Reste à savoir après comment les sanctionner, parce que même s'ils connaissent nos règles, elles ne sont pas toujours appliquées, ou du moins avec un temps d'adaptation qui n'est pas le nôtre. Et par conséquent, tant qu'il n'y aura pas des sanctions fermes et efficaces, je pense qu'on va avoir du mal à faire appliquer nos règles dans les délais qui sont nécessaires pour protéger les personnes, notamment les plus vulnérables ou les plus exposées. Parce que la question centrale, ça reste la réactivité des plateformes par rapport à ces contenus. Exactement, les outils, on les a, les outils juridiques existent, on a un cadre français, européen. Maintenant, ce qui est plus délicat, c'est l'interprétation, c'est les algorithmes de ces plateformes qui ne sont pas toujours adaptés à nos textes et qui réagissent avec un train de retard, voire ne réagissent pas toujours. Mais on peut espérer que ça va changer justement avec tout ce que vous avez décrit. Je pense que la loi qui va être adoptée au Sénat sur l'interdiction des mineurs sur les plateformes, la perquisition de X, les commissions d'enquête, tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui grâce au DSA, eh bien, on va avoir des résultats concrets. Il ne faut pas lâcher et garder nos valeurs pour qu'elles soient respectées. On va conclure là-dessus. Je vous remercie, Julie Jacob. Je rappelle que vous êtes avocate fondatrice de Jacob Avocat. Tout de suite, l'émission continue. On va changer de registre. On va parler de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 et de ses conséquences sur les entreprises. Quelles sont les mesures phares de la loi de financement de sécurité sociale pour 2026? On en parle tout de suite avec mon invité, Michael Dalande, avocat associé chez Advent Altana. Michael Dalande, bonjour. Bonjour Arnaud. On va parler ensemble de la loi de financement de sécurité sociale,
Une des mesures phares, c'est la suspension de la réforme des retraites. Quelles sont les conséquences véritablement pour les entreprises? Alors vous faites bien de commencer par l'Arnaud. Effectivement, c'est la mesure star de la loi de financement de la sécurité sociale. C'est le fruit d'un compromis politique dont on sait comment il a abouti à l'adoption de ce texte. Donc les règles sont connues. Effectivement, il y a un report pour certaines tranches d'âge de l'âge de départ à la retraite et de l'âge pour bénéficier du taux plein jusque début 2028, enfin à partir du 1er septembre 2026 jusqu'au début 2028. Donc les entreprises face à cela, eh bien, doivent s'adapter face au brouillard, l'inquiétant brouillard législatif que nous devons affronter. Et très simplement, eh bien, on va avoir des départs un peu moins linéaires, c'est-à-dire que les entreprises qui avaient pris la trame prévue par la loi de départ, eh bien, il va falloir la décaler un petit peu. Premier point, c'est pas très très compliqué. Deuxième point, il faudra quand même vérifier dans les dispositifs seniors et de départ à la retraite qui existent dans l'entreprise, que ce soit de manière unilatérale ou, comme c'est souvent le cas, par accord collectif, vérifier qu'il n'y a pas d'angle mort entre ce qui a été signé et les modifications introduites par cette suspension. Ce serait Et ensuite, quoi un angle mort? un angle mort, ce serait effectivement des conditions de départ qui reprennent strictement la loi, mais qui n'intègrent pas les différés des suspensions. C'est rarement le cas parce qu'en fait, en pratique, on se cale sur le calendrier sans mentionner exactement quel il est. Mais si un accord mentionne classiquement, un copier-coller du tableau de la grille, il faut simplement le mettre en conformité. Alors, autre mesure importante, c'est la hausse de la contribution sur les ruptures conventionnelles. Est-ce que ça va avoir des conséquences sur la sortie de certains salariés, sur un ajustement des effectifs par les entreprises? Oui, potentiellement. Donc, la hausse de cette contribution spécifique, elle passe de 30 à 40%. Il faut savoir qu'avant, les 30%, c'était un forfait social de 20%. Pour autant, la rupture conventionnelle, elle a un succès assez extraordinaire. On pourrait parler, en étant un peu cynique, de mode de rupture du contrat de travail préféré des Français. Mais pour casser le mythe, il faut quand même savoir qu'il y a 2 fois plus de licenciements en France qu'il n'y a de rupture conventionnelle. Et il y a 3 fois plus de démissions qu'il n'y a de rupture conventionnelle. Donc la D'accord. démission reste le mode de rupture le plus fréquent. Après, ça dépend des populations, bien entendu. Donc on a une hausse du taux qui vise simplement à freiner l'attrait pour la rupture conventionnelle, qui pèse sur des comptes de l'assurance chômage, ce qui n'est pas le cas de la démission, et qui bénéficie d'un régime social et fiscal de faveur. Donc les conséquences de cela, il devrait y avoir un peu moins de rupture conventionnelle ou un tassement, mais il n'y aura certainement pas un écroulement, j'y crois pas une seule seconde. Pourquoi? Parce que le fait d'introduire le forfait social, puis de passer la contribution de 20 à 30%, n'a quand même pas réduit de manière drastique. Donc, il y aura peut-être un effet de frein, on verra aussi, mais je n'imagine pas un écroulement de 30 ou 40% du nombre de ruptures conventionnelles. Peut-être une baisse, mais on verra, et d'autres modes de rupture seront privilégiés, potentiellement conflictuels, voire contentieuses. Alors, autre mesure importante, le texte durcit les sanctions contre le travail dissimulé. Est-ce que les entreprises doivent s'attendre à davantage de contrôle? Et quels sont les secteurs qui sont les plus touchés par cette mesure? Alors c'est bien qu'on en parle parce que la loi de financement de la sécurité sociale, elle n'introduit pas un changement immense en fait sur le sujet. Simplement, elle vient augmenter le taux de la majoration appliqué quand il y a un redressement pour travail dissimulé. C'est de ça dont on parle. Mais il faut quand même savoir que depuis plusieurs années, les pouvoirs publics, le législateur est intervenu pour renforcer les pouvoirs donnés aux URSSAF en matière de lutte contre le travail dissimulé. Et les URSSAF bénéficient d'un arsenal assez impressionnant, pour ne pas dire redoutable. Pour vous donner quelques chiffres, en 2024, les URSSAF ont redressé près d'1,6 milliard d'euros au titre du travail dissimulé. C'était 1,2 l'année précédente et c'était 800 millions l'année d'encore avant. Et en 10 ans, ça a fait x5. Donc, il y a une trajectoire quand même importante. Ça veut dire qu'il y avait déjà un arsenal juridique qui permettait des sanctions. Oui, depuis quelques années. Et donc les secteurs les plus visés, c'est le bâtiment, ce sont les services aux entreprises, et également le commerce. Les entreprises sont visées, mais aussi beaucoup les petits entrepreneurs. Donc il y a un maillage qui est
très, très puissant, créé par l'URSSAF en lien avec les services de police et de gendarmerie, parce que il faut rappeler qu'il y a des sanctions financières, et la majoration, c'est vraiment que la goutte d'eau par rapport au reste. On n'a pas le temps de l'évoquer, mais c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Mais il y a un volet pénal qu'il ne faut vraiment pas négliger. Alors, autre mesure importante, c'est le congé de naissance qui fait son apparition dans ce texte. Concrètement, de quoi s'agit-il? Alors, les heureux parents d'enfants nés depuis le 1er janvier, ou adoptés d'ailleurs, bénéficient d'un congé supplémentaire qui s'ajoute au congé maternité, congé paternité ou d'adoption. Donc, il faut que les droits soient épuisés pour bénéficier de ce dispositif pour une durée d'1 ou 2 mois. C'est au choix des parents. Et ce dispositif, il est indemnisé, pas en totalité, mais il est indemnisé par la sécurité sociale. Est-ce que ça va avoir un impact, j'imagine, sur l'organisation des entreprises? Comment elles doivent anticiper ce congé? Oui, bien sûr. Alors, on ne sait pas à ce stade quel sera, je dirais, le niveau d'utilisation de ce congé. Je pense que ça se fera de manière progressive. On verra 2026, 2027, etc. Mais on peut se dire qu'il n'y a pas de coût finalement pour l'entreprise parce que ce serait pris en charge par la sécurité sociale, mais il y a des coûts indirects. En termes d'organisation, il faut simplement que les entreprises s'attendent à ce qu'il y ait des absences plus longues de la part des jeunes parents. Donc, il faudra s'organiser avec, en termes de recrutement, de formation, potentiellement de recours à des heures supplémentaires lorsqu'il n'y a pas de remplacement. Ça, c'est un premier point. Et ensuite, il y aura la question potentiellement d'un maintien de salaire parce que les accords d'entreprise ou de branche prévoient régulièrement, sur un certain nombre de sujets, des maintiens de salaire en totalité. C'est-à-dire qu'on vient compenser ce que ne verse pas la sécurité sociale. La question pourra se poser pour le congé supplémentaire de naissance. Donc, enjeu organisationnel et indirectement financier, mais ça pourrait devenir plus direct qu'on se l'imagine. Alors, autre sujet important, le gouvernement y tenait, il encadrait les arrêts maladie de manière plus importante, avec une durée Oui. maximale. C'est quoi finalement qui a été retenu? Alors, ce qui a été retenu, c'est qu'on est parti du constat, et c'est très bien expliqué dans l'exposé des motifs de la loi, qu'il y avait un certain nombre d'arrêts de travail qui avaient une durée considérée comme trop importante et qui ne respectaient pas les préconisations de l'assurance maladie. Il y a un petit référentiel qui n'était qu'indicatif. Partant de là, le législateur, le gouvernement considérait que cela coûtait, et donc il y a eu cette intervention pour faire en sorte que le premier arrêt de travail ne puisse pas dépasser 1 mois. Alors, on attend un décret, donc soyons encore prudents, on verra les modalités, et on verra à quel point le décret est bavard ou pas. Donc, la réforme n'est pas encore entrée en vigueur, mais ce sera probablement pour le mois de septembre. Donc, D'accord. mais retenons cette borne d'1 mois pour l'arrêt initial et une borne de 2 mois en cas de prolongation. Ça, c'est la règle. Mais évidemment, on est au pays des mille et une exceptions, donc il y a une exception. Le médecin pourrait y déroger en suivant, en motivant par rapport à l'état de santé du patient ou en suivant des consignes de l'autorité de santé. On va conclure là-dessus. Merci Michael Dalinde. Je rappelle que vous êtes associé chez Advent-Altana. Merci. Tout de suite, on poursuit. On va parler des élections municipales et comment on peut communiquer en période préélectorale. À l'approche des élections, les élus doivent redoubler de prudence. Tout message institutionnel peut être scruté, contesté, voire sanctionné. Alors, que peut-on dire et que doit-on éviter? On fait le point avec mon invitée, Karine Goulet-Nissen, avocate fondatrice de Ban Public. Karine Goulet-Nissen, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, on rentre en période préélectorale avant les élections municipales et la question de la communication est fondamentale. Alors, pour bien comprendre, d'abord, je vous propose de poser le cadre. Alors, quel est le cadre juridique? Alors, nous y sommes même déjà dans cette période préélectorale puisqu'elle a commencé depuis le 1er septembre. Donc, c'est un article du Code électoral, l'article L52-1 du alinéa 2 qui prévoit que, à compter du premier jour du 6e mois qui précède le scrutin,
toutes les actions de communication qui valorisent la gestion de la collectivité sont prohibées. Voilà, donc ça, c'est le cadre posé par le Code électoral. Et ensuite, la jurisprudence administrative, assez pléthorique, est venue préciser ces conditions. Et le juge administratif a défini un certain nombre de critères pour déterminer si cette action de communication était légale ou non. Et donc, 4 critères ont été définis. Le critère de l'antériorité, savoir si cette communication existait déjà avant la période électorale, et donc dans ces cas-là, la communication peut continuer à exister. D'accord. Si la communication est régulière, pareil, la périodicité, par exemple, de votre bulletin municipal, donc ça va être pris en compte par le juge administratif. Vous avez également le 3e critère, qui est le critère de l'identité, donc c'est, on va dire, ce qui représente la communication en général de votre collectivité. Par exemple, vous savez que vous allez parfois trouver telles informations sur la page Facebook, d'autres sur le site Internet, d'autres dans le bulletin municipal. Voilà, c'est cette identité qui doit rester la même pendant la période électorale. Et 4e critère ? Voilà, le plus important, qui est la neutralité. Alors là, on va revenir justement sur ce critère de la neutralité, parce Oui. que c'est pas évident à appréhender. Concrètement, qu'est-ce qu'une communication neutre et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Alors, d'abord, il faut savoir qu'une petite phrase peut parfois juste paraître sans ambiguïté, mais elle peut avoir de grandes conséquences. Donc, il faut évidemment être très attentif à ça. Et alors, une communication neutre, ça veut dire que la collectivité doit rester factuelle et informationnelle. Donc, elle doit respecter cette communication et ne pas valoriser l'action d'un élu qui est candidat au prochain scrutin. Et Ça veut dire qu'il ne faut pas viser, par exemple, un adversaire. alors, par exemple, ne pas viser un adversaire ou tout simplement ne pas valoriser le candidat lui-même dans son action. Alors, je vais donner quelques exemples pour être plus concrète. Par exemple, lorsque vous avez une inauguration, parce que les inaugurations continuent pendant la période électorale, il ne faudra pas dire « grâce à l'action de la municipalité, nous sommes heureux de vous faire découvrir ce nouvel ouvrage » ou alors lorsque vous communiquez dans votre bulletin municipal, par exemple sur l'ouverture d'une crèche, vous devrez dans ces cas-là par exemple présenter le nombre de berceaux, l'équipe qui va travailler dans la crèche, mais aussi les informations pour les parents pour qu'ils puissent s'inscrire. Mais nous ne devrons pas dire, par exemple, que le maire, encore une fois, comme il s'était engagé lors de son mandat, a ouvert une nouvelle crèche. Il faut être mesuré dans les quartier. propos et ne pas faire référence à l'action du maire ou de l'équipe municipale, c'est ça ? Exactement. Donc, il faut vraiment rester neutre dans cette communication. Alors, je voudrais la distinguer quand même de la communication du candidat, puisque le candidat lui-même reste libre de communiquer et de faire son propre bilan, d'ailleurs, de ce qu'il a fait quand il était maire, si le maire, bien sûr, est candidat à sa réélection. Donc ça, c'est important, puisque, en fait, c'est la communication institutionnelle versus la communication du candidat. On n'utilise pas les moyens de la collectivité pour communiquer dans le cadre d'une campagne électorale. Voilà. Alors, je précise aussi que l'Association des maires de France a beaucoup communiqué sur ce sujet. Et elle dit quoi, alors ? Ce que je viens de vous dire, mais en donnant des exemples assez précis pour que les communes puissent pouvoir identifier là où sont les leviers. Alors, ça pose quand même beaucoup de questions et on est là pour ça aussi, les avocats. Mais donc, elle avait fait organiser des tables rondes, d'ailleurs, auxquelles j'ai participé, qui sont toujours visibles sur le site de l'AMF. Voilà. D'accord, donc ça peut compléter utilement vos propos. Exactement. On va s'intéresser maintenant aux outils de communication. Concrètement, quels sont les outils de communication de manière institutionnelle ? Alors d'abord, je voudrais dire que les services ne s'arrêtent pas de travailler depuis le 1er septembre. Donc, ils continuent à travailler et donc à communiquer. Et d'ailleurs, c'est aussi le rôle d'une collectivité de toujours communiquer sur ses actions, puisque vous avez la bibliothèque qui continue de fonctionner. Je donnais l'exemple des crèches tout à l'heure. Voilà, vous avez un devoir d'information de vos administrés sur des horaires qui vont être modifiés, sur l'accès aux scolaires. Enfin voilà, il y a tout un tas de questions.
évidemment, le service communication continue de fonctionner. En revanche, comme je le disais tout à l'heure, donc tous les supports restent en place. Mais ces supports ne doivent pas être modifiés. Donc, vous pouvez avoir le bulletin municipal, les réseaux sociaux, le site internet, mais aussi les inaugurations, les poses de première pierre. Tout ça continue à Pas de exister. modification, ça veut dire que ça doit rester en l'état et on ne doit pas faire une refonte du bulletin municipal ou d'autres outils, du site, de la page Facebook, etc. C'est Vous ça? avez tout à fait raison, c'est exactement ça. On ne fait pas de modification du format de l'outil de communication dont dispose la collectivité. Alors, je vais vous donner un exemple aussi. La semaine dernière, j'ai eu le cas d'une commune qui a un chantier là en ce moment dans son cœur de ville, puisque elle refait son cœur de ville, et donc vous avez eu des marchés de travaux qui ont été lancés, des prestataires qui commencent à travailler. Donc là, ces dernières semaines, vous avez eu le chantier a énormément bougé. Et donc, il a fallu ceinturer le chantier avec des palissades pour le sécuriser, notamment. Et donc, évidemment, la commune doit informer aussi ses administrés sur l'objet de ce chantier. Donc, sur les palissades, elle a mis en place une communication. Si cette communication reste neutre, c'est-à-dire voilà quel est l'objet du chantier, le calendrier, les objectifs, tout ça reste légal. C'est seulement, encore une fois, qu'il ne faut pas valoriser l'action municipale dans le cadre de cette communication et susceptible de valoriser un candidat, évidemment, pour les futures élections. Donc là, je mets des warnings vraiment sur ce point-là. Alors, oui, pardon. On va s'intéresser aux risques, justement, si on n'est pas dans le cadre, si on sort du cadre que vous avez exposé, qu'est-ce qu'on risque ? Alors, qu'est-ce qu'on risque ? 3 choses. La première, c'est vous avez des sanctions pénales qui sont prévues par le code électoral, donc qui peuvent quand même aller jusqu'à 75 000 € d'amende et puis voire des peines plus lourdes. Donc, c'est évidemment à prendre en compte. La deuxième, c'est la réintégration des dépenses illégales dans les comptes de campagne. Par exemple, si vous avez des pages dans votre bulletin municipal qui peuvent être considérées comme une communication illégale, dans ces cas-là, le juge va demander à ce que le coût de cette page soit réintégré dans les comptes de campagne. Alors, je précise que ça s'applique que pour les communes de plus de 9 000 habitants, puisque pour les communes de moins de 9 000 habitants, il n'y a pas de compte de campagne. En revanche, le troisième risque qui est aussi à prendre en compte, c'est quand même le risque d'annulation de l'élection. Le risque de l'annulation de l'élection, il est fondé notamment sur le faible écart de voix qu'il peut y avoir entre les candidats. Le Conseil d'État, en 2020, avait relevé 4 800 recours, donc ce qui est quand même assez conséquent. C'est assez important. On peut dire qu'on va sûrement avoir le même nombre là en 2026, donc il faut évidemment être vigilant. Et puis, on ne peut pas savoir à l'avance si, évidemment, il y aura un faible écart de voix. D'où l'importance de cette communication neutre, parce que si vous avez une communication qui peut avoir eu une influence sur le scrutin, c'est susceptible d'altérer justement la sincérité du scrutin et donc d'annuler l'élection. On va terminer là-dessus. Merci Karine Goulet-Nissen. Je rappelle que vous êtes avocate, fondatrice de Ban Public. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.